disais merci beaucoup pour ce duo. On a une heure passionnante tous ensemble dans la boîte avec de nombreuses questions. Je pense que vous aussi dans le chat vous en avez. Je vais essayer de vous suivre au mieux. Et puis la première des questions, je suis désolé mais elle va vous renverser par son incroyable originalité. Parce que quand on parle de livres, eh ben, c'est toujours bien d'avoir un petit pitch. Et ça, les romanciers et les romancières, on adore pitcher nos livres. C'est le truc qui nous met en joie dès le matin. Rosalie, j'ai envie de commencer par toi. Ça parle de quoi, la malédiction de Reggio, que je prononce de mieux en mieux, je tiens à le dire. Carrément, oui, tu as l'accent italien. C'est mon troisième polar, donc avec mon duo fétiche, donc mon policier Marcus Kubiak et ma journaliste Zoé Rousseau. Et donc cette enquête mène à deux temporalités. Une partie dans les années 70 qui se passe en Calabre, pendant les événements, donc la révolte de Reggio en fait, qui sont des événements, des émeutes quand même assez costauds, parce qu'il y a même eu des attentats. Et donc voilà, donc il y a un environnement qui est quand même assez lourd, et on découvre à ce moment-là, dans les années 70, deux familles, sans rentrer dans le détail, mais qui s'entre-déchirent, et il se passe un certain nombre de choses entre eux, en termes de vengeance, de violence, et avec des éléments qui, on imagine, auront des répercussions dans le présent. Donc ça, c'est une temporalité. La deuxième, on va dire sur la partie contemporaine, un couple avec un jeune enfant qui vient passer quelques jours de vacances sur ma côte d'Opale, puisque ça se passe toujours sur la côte d'Opale en grande partie, et donc à côté de Wimereux. Et voilà, et on comprend assez vite que ce couple traverse des difficultés. Voilà, le papa est un peu spécial. Donc voilà, donc on comprend qu'il se passe des choses. On est plus sur un mode thriller, alors que sur la partie calabraise, c'est plutôt très dynamique et assez violent. Et au bout d'un moment, il y a des enfants qui disparaissent. Et donc mon policier entre en scène, et indirectement la journaliste aussi. Voilà. Donc histoire toujours autour de liens familiaux, parce que ça reste quand même quelque chose qui me tient à cœur, avec des histoires de vengeance, vendetta, et puis problématiques de maternité et de paternité. Voilà, et j'en dis pas plus. Mais non, vaste programme déjà. On va évidemment réaborder des choses que tu as déjà évoquées. Au passage, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent, Christophe Tabar notamment, bienvenue à toi. Max, actu brûlante pour toi. Je vais pas faire la blague avec Je suis le feu, je te le promets. Mais actu brûlante quand même, puisque à la gorge, vous voyez la couverture là juste à côté de moi, sort ce vendredi, si je ne dis pas de bêtises. Ma première question, avant le pitch, parce que t'as peut-être pas encore l'habitude, comme ça je te laisse réfléchir, mais tu te sens comment? Ah non, là, on se sent comment quand le livre va sortir? On se sent comment? On se sent assez excité, pas angoissé, parce que il y a plus grave et important que ce genre de choses, mais ouais, assez excité, et on a envie que le livre rencontre ses lecteurs, on a envie que ça plaise, surtout parce que c'est quand même pas mal de boulot, et donc ouais, excitation en grande partie. Je suis contente, je suis ravie. En tout cas, je suis contente du boulot que j'ai fait, et du coup, j'attends de voir un peu. Je commence à avoir des retours assez positifs, donc tout ça est agréable pour l'instant. J'ai vu le retour de Jacques Sausset. Il a beaucoup œuvré pour que tu sois là. Il m'a dit plus ou moins toutes les semaines, est-ce que tu as invité Max? J'ai fait oui Jacques, j'ai invité Max. Il va être ravi de te voir ici. Donc voilà, Jacques, c'est cadeau. Et puis c'est cadeau pour nous. Jacques, franchement, je lui dois énormément, parce que depuis qu'il a lu Sombre, il me soutient hyper bien, quoi. Donc je lui dis, s'il nous écoute là, je lui dis encore merci. Je lui ai déjà dit 1000 fois. Il faudrait que j'invente des nouveaux mots pour dire merci, mais parce que j'arrête pas de lui dire merci, mais merci encore, quoi, Jacques. Toi, Rosalie, bête question, t'as eu aussi ça La Sombre, c'était ton premier thriller. Il y a eu autre chose avant, on en parlera peut-être, mais Rosalie, toi, quand t'es arrivée dans ce milieu, t'as aussi eu des soutiens comme ça? C'est un milieu qui est accueillant, le milieu du polar? Oui, d'une certaine manière. Oui. Après,
Après, j'ai pas forcément commencé par l'univers du polar au démarrage. J'ai fait aussi pas mal de salons, généralistes. Donc c'est plutôt là, ces dernières années où je suis un peu plus dans l'univers du polar, donc je découvre une dimension un peu différente et voilà, des relations, une fraternité, enfin, c'est pas tout à fait pareil, mais j'ai pas eu, tout à fait le même accueil. Étant plus généraliste, les relations sont un peu plus, Ouais, c'est vrai, un peu plus je connais froid, ça. mais j'ai quand même fait des très belles rencontres qui m'ont amenée, notamment sur des salons, voilà, un peu, voilà, des rencontres, des coups de cœur, donc ça, en effet, ouais, ouais, ouais. On va parler Mais des genres tout à l'heure, puisque vous voyagez, je vais le dire comme ça, aussi entre plusieurs genres. Il y a des réorientations, mais qui sont peut-être pas définitives, on verra bien. À la gorge, alors le titre, moi, il m'a donné envie tout de suite. Et puis je me suis dit, mais de quoi parle ce roman? Est-ce que tu peux nous le pitcher? Est-ce que tu t'es entraîné en te disant que tu allais le répéter quelques Pas fois? du tout. Non, pas du tout. En général, pour pitcher, j'attends qu'on me demande et je risque de tâtonner un petit peu, mais c'est en tâtonnant qu'on finit par arriver à un pitch qui tient la route. Donc, on retrouve Victor Karan, un personnage donc, qui est arrivé avec Sombe et ensuite avec Je suis le feu. Et donc ce personnage est psychologue carcéral à la prison de l'île de Ré, qui est une vraie prison, hein, qui existe. Et cette fois-ci, il rencontre pour la première fois un détenu qui est là qui est emprisonné depuis 10 ans pour un double meurtre. Il a été jugé coupable du meurtre de 2 jeunes gens qui ont été étranglés. Et Karan passe 1 heure avec lui et en sortant de cette séance, il est pris d'un doute monstrueux. Il se dit que, enfin même c'est plus qu'un doute, c'est presque une certitude chez lui là. Il pense que ce garçon, cet homme de 35 ans, est innocent des crimes pour lesquels il a été condamné. Alors il va en parler à Anaïs, dont on a fait la connaissance dans Je suis le feu, qui est une jeune flic de la PJ de La Rochelle. Et tous les deux vont contre-enquêter, en fait, se lancer donc dans une enquête qui devient de plus en plus étrange et de plus en plus risquée, parce que apparaissent des noms un peu dangereux. Je vais pas en dire plus, mais voilà, c'est une enquête qui les plonge à la fois dans le désarroi, qui les touche plus ou moins personnellement aussi. Et Karan avait hésité à rencontrer cet homme parce que il y avait un lien avec son ancienne psychologue à lui, celle qui l'a empêché de sombrer totalement quand il avait 20 ans et à laquelle il était très attaché. Et voilà, tout ça fait des liens. Tout ça fait que Karan est très touché par cette enquête personnellement également. Voilà. C'est pas encore terrible, hein, il va falloir que je travaille. On voit le contexte, Moi, ce que j'entends surtout, mais c'était une de mes questions, parce que je vous connais un tout petit peu quand même, et j'ai l'impression qu'il y a l'histoire, il y a l'intrigue, il y a tout ça, évidemment, mais le vrai ciment de vos histoires, moi j'ai l'impression que ce sont les personnages et les relations entre ces personnages. Est-ce que c'est un peu ça pour toi, Rosalie? Est-ce que c'est ce qui fait que tu te mets devant l'ordi et que tu dis « Ok, je vais parler de mes personnages, de ce qui se passe entre eux », ou bien est-ce que c'est plus l'intrigue et l'enquête, ce qui se passe, qui t'anime quand tu te lances? En fait, moi, j'ai démarré par le roman et donc avec l'envie d'avoir des personnages fouillés et forcément une histoire, parce qu'il faut une histoire et il faut une intrigue, ou une intrigue, enfin, oui, même dans une histoire, même dans un roman, il se passe toujours un certain nombre de choses, mais je trouve que les personnages et la densité qu'on peut y mettre, c'est ce qui fait toute la force d'un roman. Et donc au départ, j'étais pas forcément allée, enfin c'est mon premier polar qui a marché, mais j'avais déjà écrit d'autres choses avant. Et en fait, j'étais pas forcément venue naturellement au polar parce que je pensais que c'était un sous-genre.
au niveau littéraire et je me rends compte maintenant que c'est au contraire très puissant et que c'est intéressant parce qu'on peut faire des choses sous des formes un petit peu détournées, avec du rebondissement, de l'intrigue, voilà, enfin, voilà. Avec parfois une certaine légèreté, même si parfois il y a quand même, toujours des cadavres et un certain nombre de choses comme ça. Mais on peut parler de vrais sujets de société et je trouve ça intéressant. Donc j'ai complètement revu ma copie sur le polar et maintenant le polar ou le thriller, hein, ou le roman noir et maintenant moi j'aime beaucoup et je trouve que c'est vraiment, c'est un genre très puissant pour pouvoir, alors passer des messages, c'est un peu fort, hein, parce que j'ai pas cette prétention, mais raconter des histoires qui aient un peu de sens, quoi. Voilà. Qu'on parle de genre, je pense que c'est une différence entre vous deux, parce que si j'ai bien écouté les interviews que j'ai entendues de toi, Max, le passage de la littérature blanche à la noire, c'était pas le fait que c'était un sous-genre, ça te faisait peur, t'avais l'impression, peut-être de pas en être capable, j'ai entendu ça m'a intrigué. Ouais. T'étais plus dans cet état d'esprit-là? Ouais, parce que les 3 romans que j'ai écrits en blanche, j'avais une méthode de travail que j'appelais la méthode kamikaze. C'est-à-dire que je partais d'une image forte que j'avais souvent eue un peu en rêve éveillé. Par exemple, Corpus Christi, mon premier roman, j'avais eu cette image d'un homme allongé qui ne pouvait pas se lever, qui n'avait pas de problème physique, mais qui était incapable de se lever. Et j'étais partie de ça. Et en fait, à chaque fois, en blanche, je déroulais mes histoires sans plan préétabli. D'où l'expression écriture kamikaze. Je me lançais comme ça, sans plan, sans parachute, sans rien. Et c'est vrai que le polar ou le thriller, je crois je sais qu'il y a certains auteurs qui travaillent comme ça, mais ils sont rares. Et moi, je sais que je serais incapable d'écrire un polar sans avoir énormément travaillé en amont mon intrigue, mes personnages, tout, quoi. Et donc, je ne pensais pas être capable de travailler de cette manière-là, en fait. De construire, de préconstruire mon histoire, les fondations de mon intrigue. Et puis en fait, un jour, je me suis dit, j'ai failli arrêter d'écrire, en fait, parce que je prenais pas vraiment de plaisir à écrire. Je pensais savoir que c'était mon truc, mais ouais, il me manquait le vrai plaisir. Et je me suis dit un jour que j'avais rien à perdre à essayer. Et puis j'ai essayé, puis ça y est, j'ai enfin, je crois avoir trouvé le genre qui me correspond totalement et qui me satisfait pleinement. Et toi, Rosalie, du plaisir? Ah, beaucoup de plaisir. Alors, moi, j'avais aussi un peu peur enfin, j'avais le sentiment que c'était un petit peu, mais ce qui est complètement con, hein, mais c'est parce que dans mon chemin littéraire, par le passé, je mettais les auteurs de littérature blanche très, très, très haut. Mais en même temps, dans le polar, je pensais aussi qu'il fallait que ce soit très construit. Et moi, j'ai un souci, c'est que je suis pas très construite. J'ai plein d'idées. Donc à chaque fois que j'écris un polar, je fais un plan, mais j'en pars très vite. Et à partir du moment où j'ai réussi à... Donc le premier, j'ai eu l'impression que c'était un peu un miracle, Un bien bel endroit, qui d'ailleurs était un gros bazar, 700 pages, voilà. Et le deuxième m'a demandé beaucoup de difficultés. Le troisième, je me suis vraiment amusée, même si l'histoire est, je pense, encore plus complexe. Et je me suis dit, en entendant que certaines autrices étaient aussi capables de ça m'a aussi, entre guillemets, rassurée en me disant qu'il y avait différentes manières de travailler et d'écrire et que finalement, si ça fonctionne, ça fonctionne. Il ne faut pas forcément toujours intellectualiser les choses ou essayer de comprendre. Enfin, moi, j'ai essayé de lâcher un petit peu les freins et donc maintenant, oui, je m'amuse bien. J'aime bien ce genre. Franchement, j'aime beaucoup ce genre. Ouais. Et c'est en cherchant sa place de tester, de faire des choses comme ça, où on voit ce qui correspond le mieux. Max, toi, t'es passé de la littérature blanche à la noire, tu l'as dit. Quel accueil, j'ai envie de dire. C'est plutôt sympa. Ça se passe très très bien pour les livres. Ça se passait déjà bien, en fait, pour la blanche, mais sans le plaisir, on a entendu. Ça, c'est peut-être ce qui coinçait le plus.
Tu dirais quoi, toi, ce soir, à la Max qui ne savait pas trop si elle était capable d'écrire ce genre d'histoire? Avec ce que tu sais aujourd'hui, si tu la revoyais là ce soir, t'aurais envie de lui dire quoi? Et peut-être tous les hommes, les femmes qui se posent la même question, en disant est-ce que je suis capable de... Ça peut être intéressant. Ah ouais, bah oui, bah je lui dirais, te mets aucun stop. S'il y a un genre que tu aimes, enfin vas-y, essaye, n'aie pas peur. Je pense que si je devais refaire mon chemin littéraire, moi j'irais tout de suite dans le noir. Hein. Ouais. Après, mon premier roman, c'était pas un thriller. Enfin, ça a certains petits côtés thriller, mais c'était déjà très très noir. En fait, C'était j'étais un huis déjà clos, dedans. si je dis pas de bêtises, quand même. Ouais, un huis clos extrêmement noir, ouais. Mais effectivement, pas avec pas une intrigue de polar ou de thriller. C'était quelque chose un peu à la misérie, voilà. Mais ouais, je pense que j'ai écrit peu de livres en littérature blanche. Je mettais beaucoup de temps à écrire et juste, c'était bien la preuve qu'il y avait un souci quelque part. Et je suis persuadée que j'aurais écrit beaucoup plus si j'avais directement plongé dans le roman, dans le polar et dans le thriller, ouais. Mais bon, on va pas regretter ce qui a eu lieu, hein. Mais ouais, je pense que j'irai direct, je plongerai direct dedans. On lâche les freins, comme disait Rosalie tout de suite. Ouais. Pour revenir sur les personnages, parce que pour vous deux, je peux pas m'en empêcher, c'est important. Évidemment, je le disais, c'est pour moi le ciment de ce que vous faites. Ça vous apporte quoi? Et c'est une question qui revient souvent chez les lecteurs aussi. Ça vous apporte quoi de faire appel à des personnages récurrents, Rosalie? Alors au départ, c'est vraiment le hasard. Hein. J'avais créé ces personnages. Enfin, il faut savoir que quand j'ai écrit mon premier polar, j'en avais écrit 3 autres avant. Enfin, j'avais écrit 3 romans qui n'avaient pas fonctionné. Et donc, j'ai écrit le polar. Et puis, je sais pas pourquoi, j'avais cette idée de duo et j'avais plusieurs histoires en tête en fonction des personnes. Voilà. Et donc après, à partir du moment où le premier a fonctionné, j'ai essayé de faire le deuxième, mais avec beaucoup de difficultés. Parce que là, je me suis rendu compte de ce que c'était que de créer un personnage récurrent. C'est pas simple, hein, on a l'impression que c'est évident et tout, mais Pourquoi c'est pas simple? C'est quoi la difficulté que tu as rencontrée? la difficulté, c'est de les retrouver et de recréer, enfin de leur redonner une certaine nouveauté alors qu'ils sont déjà connus. Et déjà ça, c'est pas simple. On a beau avoir une nouvelle intrigue, mais voilà, puis leur donner une autre dimension, les faire évoluer. J'avais pas forcément autant j'avais imaginé plusieurs histoires, j'en avais pas mal, mais autant j'avais pas forcément imaginé leur évolution à eux 2. Donc il a fallu que je réfléchisse à ça. Et donc en fait, dans mon deuxième polar, l'intrigue était là, mais c'était plutôt le duo qui m'a posé des difficultés. Et après, une fois que j'ai mis ça en place, et surtout quelque chose qui m'a fait un bien fou, c'est l'accueil des lecteurs, hein. C'est-à-dire que, alors c'est bien ou c'est pas bien, j'en sais rien, parce que des fois, il y a des auteurs qui ont l'impression d'être enfermés dans leur personnage récurrent. Mais moi, j'ai énormément été touchée par l'accueil qu'ont reçu les 2 personnages et l'envie de la plupart des lecteurs qui me suivent de les retrouver. Donc ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Et du coup, ça m'a encouragée. Et dans le troisième, donc Reggio, j'ai tout de suite reconnecté le duo et les autres personnages. J'ai eu plus de difficultés à construire l'énigme, voilà. Donc, et là, je suis dans le quatrième et je suis à nouveau reconnectée avec eux. J'aime bien. J'aime bien, puis ça donne voilà, ça se passe sur la côte d'Opale, c'est dans mon fief. C'est une région qui, je trouve, qui est magnifique, qui a aussi tout un rôle en termes de personnages dans les romans. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir revenir sous des angles différents sur la région, même sur les temporalités, hein. Dans les 3 romans, le premier se passe au mois de mars, au printemps, après on est à l'été, puis Reggio, c'est pendant une tempête. Ça fait un peu écho, on va dire dans une moindre mesure avec les événements qu'on a vécus là sur cette fin d'année. Mais voilà, tout ça, c'est aussi intéressant de pouvoir retravailler
l'environnement. Ouais. On va aussi en parler de l'environnement. Et toi, Max, ça t'apporte quoi de faire appel à ces personnages récurrents, et notamment Victor Karen? Alors, pour être honnête, moi je trouve qu'il y a un certain confort à reprendre des personnages dont on sait qu'ils fonctionnent bien, qu'ils sont complexes, qu'ils ont de multiples facettes. Bah voilà, quand on sait qu'on a un personnage comme ça, on sait qu'on va pouvoir lui faire vivre plein de choses différentes, qu'on va pouvoir le faire évoluer, qu'on va pouvoir justement sur un tome faire ressortir une certaine facette, sur un autre une autre facette, etc. Et puis je trouve que c'est un luxe génial de pouvoir jouer sur le temps long en fait, sur justement l'évolution de ces personnages. Et puis moi en tant que lectrice, je sais que je m'attache énormément plus aux personnages que je retrouve d'un livre à l'autre, parce que justement on a le temps. C'est comme dans les séries télé. C'est vrai que à la différence d'un film qui dure 2 heures, bon bah voilà, il peut y avoir de l'attachement, il peut y avoir on peut s'identifier, etc. Mais sur une série, voilà, on a ce temps long qui nous permet une véritable empathie, un véritable attachement au personnage. Et ça, ouais, je trouve que c'est un super luxe, quoi. Et en tant qu'autrice et en tant que lectrice, j'adore. Que du bonheur. Salut Chris Dubourg, au passage. Bienvenue dans la boîte. Tu es ici chez toi, tu le sais. Raphaël, Pourriel a une question pour vous, mais ça parle de ça aussi. Est-ce que c'est pas trop difficile d'avoir ces personnages récurrents? Est-ce qu'il y a parfois de la fatigue, envie de s'en débarrasser? Rosalie, tu t'es déjà dit, tiens, Ah non, 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 non. Ah non, moi je les aime beaucoup, hein. Ça rejoint un petit peu ce que dit Max. Moi j'ai eu du mal sur le 2 parce que je me suis dit, oh là là, dans quoi t'es parti? J'avais pas réfléchi, voilà, de manière très spontanée, je m'étais imaginé plein de choses. Bon, après, il a fallu que je les apprivoise, mais je les aime bien. Alors après, c'est un duo, donc c'est aussi un peu différent d'un personnage, entre guillemets, seul, qu'on peut faire évoluer peut-être un peu différemment. Donc un duo, voilà, il faut créer des histoires c'est d'amour. un tandem qui marche bien, le côté policier et journaliste. Bah, au départ, c'est pas censé super bien fonctionner puisque, en principe, les journalistes embêtent les policiers. Mais non, là, ils sont assez complémentaires. Ils arrivent toujours sur des domaines différents, à faire avancer l'enquête ou voilà. Et puis c'est vrai que Zoé, elle est assez intrépide, casse-cou, elle est très impulsive, voilà, elle fonce un peu parfois, elle devrait réfléchir un petit peu plus, mais elle est vraiment investie par sa mission, comme un journaliste, voilà, de faire éclater la vérité. Et puis Marcus, moi je l'ai voulu un petit peu plus ordinaire, voilà, pas forcément un flic très, comment dire? Très très marqué ou très torturé. Je voulais pas forcément ce type de personnage. Je voulais un gars ordinaire, voilà, qui patauge un peu dans la semoule par moments. Je trouvais que c'était intéressant et qu'ils puissent se retrouver, voilà. Donc, ils sont à la fois complémentaires et en même temps parfois ils se ressemblent beaucoup aussi. Et un psychologue carcéral, Max, est-ce que ça se fait ennuyer par la police ou comment ça se passe? C'est aussi un duo. Et pourquoi un psychologue? Pourquoi un psychologue? Ouais, pourquoi? Un psychologue, parce que moi je voulais pas un personnage de flic. Quand je me suis dit que j'allais écrire du polar, déjà parce qu'il y a beaucoup de flics dans les polars, c'est quand même je sais pas, la très très grande majorité. Parce que c'est en plus le milieu policier, je connaissais pas bien. Bon, maintenant j'ai un super consultant qui m'aide beaucoup,
Mais voilà, je me suis dit, un psy, c'était... la psychologie m'intéresse depuis très très longtemps. Ça me passionne de comprendre pourquoi les gens agissent comme ils agissent. Et du coup, je me suis dit qu'un psy, c'était un bon biais pour traiter les personnages d'une manière générale. Surtout que Sombre, donc le premier de la série, est écrit à la première personne du singulier. Donc on est dans la tête de Karan et on voit le monde et on voit les gens autour de lui par ses yeux de psy. Et voilà, j'avais envie de ce côté très analyse psy, sans que ce soit chiant bien sûr, mais ouais, j'avais envie de ça. Et psychologue carcéral parce que ça me tenait à cœur de parler du milieu carcéral français, de ses problèmes qui sont très nombreux. Et puis, quand j'ai su qu'il y avait une maison centrale à l'île de Ré, voilà, tout a convergé pour créer ce personnage, en fait. On va y passer un petit peu de temps dans ces lieux, vous en avez parlé. Hein. Il y a Wimereux et Reggio de Calabre pour toi, Rosalie. Et puis l'île de Ré, La Rochelle pour toi, Max. Vous aimez jouer avec le contraste de la carte postale? Parce que ce sont de très, très belles régions. C'est ce que j'entends. Et alors pour y avoir été plus ou moins, pas partout, mais de ce que j'en sais, je me dis ce sont des très beaux endroits. Comme ça on se dit j'irais bien en vacances là-bas. Mais moi j'ai l'impression que vous jouez avec le contraste de la carte postale. C'est un peu le cas, Rosalie? T'aimes bien faire ça? Ah, complètement, parce que Wimereux, c'est une très jolie station balnéaire. On a énormément de touristes belges, notamment. Mais ouais, c'est très chic. Les villas sont magnifiques. Voilà, on a l'impression que tout est feutré, tout est beau, tout est machin. Bon, on a quand même une problématique, néanmoins, depuis ces dernières années, c'est qu'on a tout le parcours des migrants qui passent sur les côtes. Donc ça, c'est aussi une réalité prégnante. Mais sinon, en effet, c'est intéressant de pouvoir y mettre des choses assez horribles et qui puissent justement surprendre ou interroger dans le cadre de l'enquête. Ouais, c'est intéressant. Et toi, Max, le contraste de la carte postale, les cyclistes le long du Grand Mur? Ouais, bah oui, ça c'est une image qui reflète bien justement mon désir de contraste entre la noirceur de l'intrigue, les personnages qui sont tous quand même un peu torturés, et cette beauté de La Rochelle et de l'île de Ré, cette luminosité. Et donc oui, effectivement, moi j'ai été frappée quand j'ai découvert qu'il y avait cette prison sur l'île de Ré, qui est assez méconnue en fait. On en parle assez peu, alors que c'est la prison française avec la moyenne des peines la plus longue, c'est-à-dire 18 ans. Et en fait, quand on sait que c'est une prison, en plus c'est dans un monument classé historique, etc. Et ben on voit effectivement des familles rouler à bicyclette le long de ces hauts murs, sur une piste cyclable tout à fait classique. Et effectivement, la plupart de ces gens-là ne savent pas que derrière ce mur, il y a 400 détenus qui sont là pour des crimes souvent très très graves. Et voilà, ce contraste-là m'a complètement frappée. Et je pense que c'est une des raisons qui ont motivé mon choix à placer mon psy là-bas et à créer des histoires autour de ça. Toi-même? C'était pendant des vacances? J'étais à pied, pied. Mais je regardais les cyclistes, je les observais justement. Par rapport à Rosalie, toi tu vis pas là-bas, si je dis pas de bêtises, donc c'est vraiment un Non, je vis pas là-bas. C'est un coup de cœur. Je vis pas là-bas, j'ai découvert via mon conjoint, dont le papa a un appartement à La Rochelle. Voilà, j'ai découvert il y a 8 ans, quelque chose comme ça. Et je suis d'abord vraiment tombée amoureuse de l'endroit avant de décider d'en faire le lieu de mes romans. Mais il faut être sur place quand même pour
pour pouvoir immerger les lecteurs et les lectrices, est-ce que c'est bien d'avoir été sur place ou pas spécialement? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, ouais, j'avais besoin d'un lieu que je connaissais bien. J'avais besoin de ça pour créer ce personnage et ces histoires. Après, je sais que c'est pas du tout une obligation. Il y a énormément d'écrivains qui ont très bien écrit sur certaines villes ou certaines régions sans y avoir mis les pieds. Donc, il n'y a pas de règle, je pense. Toi, Rosalie, c'est utile d'y être et te servir de ce que tu as sous les yeux? C'était utile parce que c'était récurrent et que j'avais dans l'idée d'avoir plusieurs histoires. Donc, à un moment donné, c'est aussi la facilité d'avoir un lieu qu'on connaît bien et où on peut investir, que ce soit les monuments, la région, la campagne, la mer, tout nous est vraiment familier, donc ça, c'est quand même très pratique. Après, pour le reste, non, la Calabre, par exemple, je ne suis pas allée, pas encore. Donc, et j'espère avoir écrit quelque chose d'assez pertinent. Enfin, il y a quelques lecteurs d'origine italienne qui m'ont dit s'y retrouver, donc ça m'a, pour le coup, vraiment super touchée. Mais j'avais choisi l'Italie et la Calabre notamment parce que je voulais mettre de la tragédie, avoir une dimension un peu tragique, parce que je parle de vengeance, et je trouvais que l'Italie c'était chouette. Et quand je suis tombée sur ces événements, j'ai tout de suite compris que ça servirait l'histoire. Voilà. Ça, on va y venir juste après, évidemment. Max, c'est facile d'avoir accès à des lieux, donc je pense à notre ami Victor Kern. Toi, tu as dû faire des recherches, est-ce que tu as pu rentrer? Mais en gros, est-ce que tu toques à la porte en disant « Bonjour, je suis Max, j'écris des livres et j'aimerais beaucoup visiter ce lieu qui a l'air complètement improbable parce que j'étais en train de marcher à côté, on m'a raconté 2-3 trucs et ça m'a intéressé. » Est-ce que c'est comme dans les séries, comme dans Castle, est-ce qu'on vous ouvre les portes tranquillement? Est-ce qu'on a accès facilement? C'est très difficile de visiter une prison. Et en fait, moi, j'avais failli pouvoir le faire on m'avait proposé de le faire, de faire une rencontre avec des détenus, pardon, Ouais. au début de l'écriture de Je suis le feu, mais on était en plein Covid, donc c'était pas possible. Et là, je l'ai fait il y a à peu près 1 an. Je suis allée rencontrer des détenus. Alors, impossible de visiter la prison, hein. Ça, c'est pas possible. Donc, je n'ai vu que les couloirs qui menaient à la salle où j'ai pu avoir passé 2 heures avec 6 détenus qui avaient lu les livres. Donc c'était dans le but de parler de la prison, de voir si ma vision et l'écriture que j'avais de cette prison en particulier était juste ou si Et c'est quoi le si retour c'était très différent. En quelques mots? Apparemment, je me suis pas trop plantée. Non, ils étaient plutôt très. Ils trouvaient que c'était assez juste ce que je disais de leur prison et puis des conditions de détention de cette prison et en général également. Mais bon, c'est vrai que c'est un domaine que je connais un petit peu quand même. Et voilà. Mais j'ai eu cette chance-là et ça, c'est chouette. Et toi, Rosalie, il y a un laissez-passer quand tu veux aller quelque part? C'est facile de brandir la carte « Bonjour, j'écris des livres. Est-ce que je pourrais entrer là ou regarder ça ?» Tu parlais des monuments, Est-ce que c'est facile? Ça permet déjà d'avoir accès à certaines personnes, oui. C'est vrai que depuis mon 2e roman, j'ai pu échanger avec des gendarmes. Donc, je vais de temps en temps dans les locaux de la gendarmerie à Villeneuve-d'Ascq. Et c'est super sympa, notamment pour le dernier. J'ai pu m'entretenir avec certaines personnes pour essayer de comprendre et d'avoir des éléments de crédibilité ou de compréhension de certains sujets. Donc là, en l'occurrence, c'était par rapport à des problématiques d'emprise sectaire, puisque c'est un des sujets que je traite dans mon roman actuel. Après, oui, c'est vrai qu'en étant auteur, on peut faire des choses qu'on ne pouvait pas faire avant, ça c'est vrai. Alors après, de là à rentrer dans une prison, il y a des lieux qui sont quand même des lieux de haute sécurité, ça doit être un petit peu plus compliqué, mais
Mais ça permet, oui, en effet, d'ouvrir des portes quand même. Et une question de Chris Dubourg hein, qui se demande du coup, est-ce que vous autorisez quelques libertés avec la réalité, les lieux, la crédibilité, ou est-ce que vous vous documentez un maximum pour coller au plus près au réel? J'y vais? Vas-y. Ah non, moi je me détache assez facilement. Pour moi, en fait, l'important, c'est d'avoir conscience que tu prends des libertés, de pas prendre des libertés par méconnaissance de ton sujet, ou sans t'être renseigné avant. Pour moi, il faut que ce soit un choix délibéré, en fait. Donc voilà, je me renseigne un maximum, et puis si je vois que par exemple certaines procédures judiciaires m'empêchent de donner le maximum de puissance à mon intrigue, eh bien je vais faire le choix, si ça reste crédible bien sûr, le tout c'est que ça reste crédible, je vais faire le choix de m'éloigner un petit peu de la réalité. Et toi, Rosalie? Marge de liberté? Mais moi, je suis un peu comme ça. Déjà, je suis pas policière, donc du coup, voilà, j'ai pas envie forcément d'écrire à la façon d'un policier parce que j'en suis pas capable et c'est pas forcément ce que je souhaite faire. Je suis pas historienne non plus, donc je vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Moi, j'ai plus l'envie d'écrire une histoire qui tienne la route, qui soit pertinente, où on se reconnaisse dans l'intrigue et dans le déroulé. Après, bien évidemment que je regarde un certain nombre de points de détail parce que ça, on peut pas faire autrement. Après, il m'arrive des fois de rater des petites choses, et dans ces cas-là, voilà, les gendarmes, ils me le disent. J'ai fait attention la fois d'après. Mais c'est pas mon propos. Après, je pense que moi, j'essaye d'embarquer dans une histoire et c'est ça, le but c'est d'avoir la meilleure histoire possible. Voilà, c'est ça. Après, les tant que ça reste crédible et qu'on croit aux choses, ça fonctionne. Ouais. Après, il y a des policiers qui écrivent très bien les bouquins, donc moi, je veux pas aller sur ce terrain-là. J'en suis pas capable. Et puis, j'ai pas forcément... c'est pas forcément mon kiff, quoi. Voilà. Pardon. Non, je regardais Stéphane Chama qui nous dit, sachant que 90% des lecteurs ne sont pas experts, il y a moins de chances d'être véritablement contesté. Max, il y a une question pour toi de Fanny aussi, qui demandait si tu t'es senti comme Clarisse dans Le Silence des agneaux, ou est-ce que ce sont plutôt des gens avec qui ça s'est bien passé, ou une petite appréhension Ma rencontre avec les détenus ? Ta rencontre avec les détenus, oui. Alors moi, j'étais hyper stressée avant, mais pas parce que j'étais stressée de rencontrer des criminels, non, parce que je savais que ça allait me bouleverser comme rencontre, en fait. C'est un journaliste qui me demandait ce matin pourquoi j'étais stressée comme ça. Et j'entends mon bébé pleurer, pardon. Ça me perturbe si tu dois y aller, tu y vas. Non, ça va aller. Je ne t'en voudrais pas du tout. Et non, en fait, oui, parce qu'en fait, avant d'être des détenus, pour moi, ce sont des hommes, oui, qui ont fait une énorme connerie un jour, mais ce sont des hommes et juste de les avoir face à moi, c'était des détenus qui avaient choisi d'être là, qui avaient lu les livres pour pouvoir en parler. Ils n'ont pas beaucoup de gens qui viennent les voir, pour être honnête. Hein. Le budget... c'est vrai que le budget est ridicule, quoi, pour les rencontres comme ça avec des artistes ou des écrivains. Et moi, j'étais super contente d'être là et on a passé 2 heures à parler et on oublie, en fait, on oublie que ce sont des gens qui ont fait, qui ont fait du mal un jour à quelqu'un. Et ce sont avant tout des hommes, quoi. Et moi, je vois d'abord ça, en fait. Je vois d'abord l'humanité et c'était rien que d'en parler là, ça m'émeut. C'est comme ça que tu décides de quoi tu vas parler. Donc tu disais c'est aussi l'occasion de parler des conditions de travail et de détention probablement. C'est quand tu rencontres les gens que tu dis ok, j'ai un sujet, je vais parler de ça. Comment tu décides de quoi tu vas parler ?
Je sais pas, moi j'ai une passion dans la vie, c'est l'humain en fait. C'est justement ça, d'essayer de comprendre comment on devient qui on est, comment quelqu'un un jour va faire quelque chose de terrible ou pourquoi on devient quelqu'un d'extrêmement généreux. Je veux dire, il y a un mystère énorme là-dessus. On ne saura jamais quelle est la part d'inné et d'acquis dans la construction d'un humain. Quelqu'un qui va être aimé toute son enfance va sans doute devenir quelqu'un plutôt de généreux et d'empathique. Et quelqu'un qui va vivre l'enfer, il y a des chances qui partent en vrai il y a un moment. Mais tout ça n'est pas écrit. Donc voilà, moi, c'est un truc qui me passionne. Et j'essaie de trouver toujours ce qu'il y a d'humain et de beau chez les gens, quoi. Et chaque humain a une trajectoire, et chaque trajectoire peut faire un excellent livre. Et ça, c'est cool, parce que t'as encore beaucoup d'histoires à nous écrire. Du coup, dans les personnages que je vais pas oublier, il y a chez toi, Rosalie, il y a Strongoli. Ça a été ma première rencontre dans La Malédiction de Reggio. Je me suis dit, lui, je vais pas l'oublier. Tu l'as dit, 2 époques, Italie, avec ses employés, dans cette grande firme qui décide de faire grève. Ça se passe à la manière de l'époque, peut-être, à la manière de cette région-là. Comment tu décides de quoi tu vas parler? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, ok, c'est ce sujet-là qui va m'animer pendant X semaines, mois, années, je sais pas combien de temps tu as mis à l'écrire. Alors, comment viennent des idées, j'en sais rien. Hein. J'ai répondu à un questionnaire là tout à l'heure, enfin hier plutôt, où il y avait cette question. C'est un mystère. C'est un mystère. Ça peut venir d'une idée, d'une phrase, d'une personne, d'une situation, d'une anecdote, enfin voilà, plein de choses. Pour la partie Calabrese, voilà, comme il y a une histoire de vengeance et de malédiction, et je voulais qu'il se passe quelque chose dans le passé. Et je voulais que ça se passe en Italie pour donner, on va dire, cette dimension un peu tragique. Et assez vite, je sais pas pourquoi, j'avais envie d'aller en Calabre. Je trouvais que c'était intéressant et je voulais aussi que ce soit au bord de la mer pour qu'il y ait, entre guillemets, un duo entre la côte d'Opale et la côte calabraise. Donc je trouvais ça intéressant. Et j'étais pas forcément partie sur la partie sociale. J'étais plutôt, je recherchais plutôt un fait divers autre. Et puis en tombant sur ça, je trouvais ça m'a vraiment amené à imaginer donc ces personnages et ce chef d'entreprise à l'ancienne, là, insupportable, dictateur, enfin voilà, tout puissant qui mène sa famille et son usine à sa botte. Donc je trouvais ça intéressant. Et puis voilà, puis de l'autre côté, un syndicaliste, puisque il y a une partie sociale forte, puisque c'est post-68. Donc cet ouvrier syndicaliste qui, à un moment donné, a le sentiment qu'il va pouvoir faire entendre sa voix par rapport à ce qui se passe dans le pays et qui malheureusement va se heurter à la violence et la toute-puissance du patron Strongoli, et les choses vont déraper et pas forcément se passer comme elles devraient se passer. Donc assez vite, en imaginant les deux, j'ai imaginé les autres personnages, puisqu'il y a quand même toute une famille, il y a 2 familles d'Italiens. Et voilà, et je voyais ça très, très haut en couleur, très à l'italienne. Je trouvais que c'était aussi une belle manière de créer cette base pour en faire quelque chose qui revient dans la période contemporaine, sachant qu'en plus, sur la partie des Hauts-de-France, il y a toute une histoire liée à l'immigration. Il y a différentes immigrations, mais l'immigration italienne est aussi une immigration très présente. Donc voilà, c'était l'occasion d'évoquer tout ça. Et pour toi, Max Stéphane demande, est-ce qu'on peut aller à la rencontre de criminels sans être spontanément dans le jugement, voire la condamnation? Et il demande s'il y a le risque de tomber dans une forme de fascination
de ce que j'ai entendu que tu disais, c'est plutôt essayer de comprendre la trajectoire. Mais je ne sais pas si Oui, il y a alors, cette appréhension, comme Stéphane le dit. oui, alors s'il y a une fascination, moi, elle est pas justement sur. Je suis pas une fan des serial killers, par exemple, même si j'ai beaucoup lu sur le sujet. Justement, moi, ma fascination, elle est sur les mécanismes psychologiques, en fait, qui peuvent mener à ce genre d'actes. Et voilà, donc moi, je suis pas du tout dans le jugement. Je suis persuadée qu'en quelque part, dans des circonstances particulières, dans des circonstances données, on est tous capables de faire quelque chose de terrible. Ça, j'en suis persuadée. C'est quelque chose qu'on a tous en commun, j'en suis sûre. Donc voilà, il y en a certains qui se retrouvent justement dans ces circonstances-là. Alors je dis pas que tout le monde est totalement innocent et que ce ne sont que les circonstances qui poussent un jour à faire à commettre le pire. Mais voilà, on est tous extrêmement faillibles en tant qu'humains. Donc voilà, moi je pense comme il est écrit, je pense sur la 4e de couve du roman, les monstres n'existent pas, il n'y a que des hommes. Voilà, c'est ce que je pense. Et c'est ce que pense Karan. J'ai ça en commun avec Karan. Voilà. Et en parlant de ça, c'est une question qui revient souvent, un sujet qui revient souvent, mais il est tellement important. Les louves du polar, vous êtes de louves. L'histoire, elle continue parce qu'il y a encore et toujours du boulot, malheureusement. Vous retenez quoi, par contre, du chemin qui est déjà parcouru? Est-ce que les choses changent un petit peu? Je sais pas, Rosalie, est-ce que tu vois, depuis le début, le lancement des louves, est-ce que tu vois les choses changer, s'améliorer? Moi, j'ai le sentiment. Déjà moi, j'ai aussi pris conscience d'un certain nombre de choses, parce que j'étais pas forcément une grande lectrice d'autrices francophones, déjà au démarrage. Pas forcément de manière consciente d'ailleurs, hein, mais plus parce que l'offre en librairie ou l'offre tout court était surtout tournée sur d'autres auteurs ou des autrices étrangères. Et après, quand on discute quand on fait des opérations, quand on discute avec les libraires qui sont amenés à nous soutenir ou qui à un moment donné font des choses pour essayer de nous rendre visibles, ou les lecteurs aussi, hein. Il y a pas mal de lecteurs ou de blogueurs qui sont à notre écoute et qui nous découvrent, qui ont la curiosité de voir un petit peu ce qu'on fait, ce qu'on fait toutes, plus ou moins les unes ou les autres. Moi, je trouve que les choses évoluent. On est quand même un collectif qui est tout jeune, hein. On a été créé en septembre 2022. C'est tout jeune et je trouve que déjà ça a bien avancé. C'est aussi un chouette collectif, hein. Moi, pour avoir été quand même fort seule dans l'univers de l'écriture pendant de longues années, c'est aussi très agréable de plus être seule, de se retrouver, même si on a des collègues. Enfin, moi, j'ai des amis auteurs, autrices, enfin, d'avant, mais on a quand même une dynamique qui nous fait avancer ensemble, et ça, c'est très agréable. Ça fait du bien et ça nous booste. Ouais, c'est chouette. Et puis je m'en voudrais, on va penser aussi à une des fondatrices ce soir, puisque Céline Dangean, elle sort sa nouveauté. Je crois que c'est aujourd'hui ou demain. Ouais, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Une pensée pour elle, Céline, si tu nous entends. Et toi, Max, est-ce que tu as le sentiment que les choses bougent? Peut-être pas assez vite, je sais pas. Comment tu ressens les choses? Parce que c'est tout jeune, comme le dit Rosalie, effectivement. Ouais, c'est tout jeune. Alors moi, c'est vrai que contrairement à plusieurs louves qui œuvrent énormément, d'ailleurs, je tenais à te remercier, Rosalie, parce que toi et certaines louves, vous faites un boulot incroyable. Moi, c'est vrai que ma vie ne me permet pas de m'engager énormément jusqu'à maintenant. Je me suis pas énormément engagée sur justement toutes les opérations. Mais il se passe énormément de choses. Moi, je suis persuadée que ce collectif est en train de faire bouger les choses, ouais. Ouais. On le sent que
rien qu'au niveau des libraires, j'ai l'impression que ça a fait ouvrir les yeux de pas mal de libraires qui eux-mêmes, inconsciemment, bah oui, s'interdisaient de promouvoir une certaine littérature féminine française. Voilà, mais sans même s'en rendre compte, quoi. Je pense que ça ouvre les yeux de pas mal de gens. Tu parles des actions, des projets. Moi, j'en vois un dans le chat, évidemment. Il y en a plein, il y a plein de projets. Les Chroniques du Polar, le challenge des Louves qui arrive. Est-ce que vous voulez citer un exemple pour donner plein de... Parce que moi, je vous suggère, comme ça vous savez, d'aller suivre les réseaux sociaux des Louves. Il y a la chaîne YouTube, Instagram. Bref, vous avez de quoi vous faire plaisir. Vous verrez tout ce qui se passe. Il y a beaucoup, on va pas tout citer ce soir, mais si je vous demande un exemple, à quoi pensez-vous spontanément? Comme ça, on donne des exemples de ce qui se fait par les Louves. Bah, les vitrines des Louves, ça c'est un truc qui a bien marché. C'est-à-dire que les librairies qu'on avait démarchées et qui s'étaient montrées intéressées par le projet consacraient une partie de leur vitrine ou leur vitrine aux romans, alors pas aux romans uniquement des Louves, mais aux romans écrits par des femmes francophones, voilà. Et ça c'est quelque chose que c'est quoi là, c'est la deuxième année, je crois, c'était la deuxième année. C'est la deuxième année, oui. On a fait les deux opérations en novembre. Et donc ça c'est vrai que c'est chouette, ça marche bien. On est passé de 50 librairies en 2022 à 100. Et on a aussi passé la frontière, puisqu'on a été suivi par des libraires clubs. Donc ça, c'est chouette. Après, j'ai cru comprendre qu'Anthony était présent, c'est ça? Il est présent. Et Christophe Tabar nous parle aussi du concours de nouvelles des Louves. Oui, j'allais en parler justement. Alors juste vas-y, je te laisse en parler, Rosalie. Un petit mot sur Anthony, parce que voilà, il nous a déjà suivis l'année dernière avec un challenge, et là il remet ça cette année, et c'est un truc de fou parce que il fait beaucoup pour les Louves. On te remercie beaucoup. Ouais, merci infiniment. Donc ça bouge beaucoup, et puis après, oui, le concours là. Donc il y a des partenariats. Il y a un partenariat avec Cultura au mois de mars qui recommence, un autre avec les espaces culturels au mois d'avril, où on essaye dans ce cadre-là de faire des plateaux avec avec plusieurs Louves qui sont présentes pour faire des rencontres et échanger avec les lecteurs. Et avec Gibert et Bipolar, on organise un concours de nouvelles pour des jeunes auteurs qui ont envie de se lancer dans l'aventure sur un thème accro. Et on fera une remise, on fera tout un grand cérémonial le 15 juin avec, je ne sais plus, 4 ou 5 librairies Gibert dans la France. Et on sera, je ne sais plus si tu seras avec nous, Max, mais on fera la cérémonie de remise des prix à Barbès, Gibert Barbès, le 15. Alors on sera plusieurs, ça va être très chouette, et on fait du bruit, c'est chouette. On fait parler de nous, mais pas que les loups, c'est ce que disait Max, c'est important, on est là pour porter la voix des filles, et pas contre les hommes, parce que nous on aime beaucoup les hommes, mais on a juste envie de trouver notre place et d'exister. Donc. Et Raphaël pose une question, le regard des lecteurs, je pense, change, les libraires sans doute, mais quid des éditeurs ou des professionnels du livre? Est-ce que là, ça a bougé aussi? Ça bouge aussi. Ça bouge je pense que eux, ils suivent ce qui émerge et ce qui fonctionne. Donc, si on voit ça comme des dominos, oui, ça aura de l'effet aussi là-dessus, je pense. Moi je pense que ça bouge aussi au niveau des éditeurs. Après de tout, l'idée c'est surtout de faire des prises de conscience, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément conscientes. Après, on reste quand même un pays un peu macho malgré tout, même si on se dit très, très open. Il y a encore des petites choses à faire pour équilibrer les choses. Et moi, vu que je le faisais avant, je vais continuer à vous inviter le plus possible, parce que ça a rien changé en fait à ma petite vision des choses, donc et c'est important, mais je vois des choses qui bougent, ça me fait plaisir, et il y a encore beaucoup d'actions et autres. Je le disais, je le redis, suivez les réseaux sociaux, la chaîne YouTube, Instagram et autres, choisissez
votre poison pour les réseaux sociaux, mais la cause est belle où que vous soyez. Le temps avance, mais j'ai encore, pour ce duo, envie de faire un petit quelque chose. C'est une question à l'autre invité. Rosalie, quelle question aimerais-tu poser à Max si je te donne ma place pendant quelques minutes? Ouais, déjà, tout à l'heure, je voulais savoir pourquoi un psychologue. Donc, c'était, voilà. Après, pourquoi La Rochelle? Mais bon, elle a aussi répondu. Donc, est-ce que tout va bien, Max, là, depuis le 20 janvier? Je suis désolée, j'ai mon petit qui hurle. On va faire vite, ça vous dérange pas? Ça ne nous dérange Ouais. pas. Parce que je sais que mon mec, là, il a beaucoup de mal, là. Et que mon petit a besoin de moi. Alors, est-ce que j'ai une question pour toi, Rosalie? Oui. Est-ce que tu sais combien d'autres romans tu vas écrire avec ton duo? Ou est-ce que tu sais déjà quand tu vas arrêter? Ou est-ce que t'as pas envie, justement, de faire une pause de ce duo? Bah, j'avais fait des pauses, par le passé parce que j'avais écrit, enfin là, j'en suis au 5e, en fait, et donc j'avais fait, 2 romans, entre guillemets, 2 romans entre 2, plus ou moins blancs. Et mais là, non, j'ai plusieurs histoires. J'en ai au moins 3 en tête. Donc, D'accord. après on verra si elles sont exploitables, voilà. Donc, mais j'ai encore des idées avec eux. Et j'ai encore envie de les faire vivre. Et ça, nous, on est contents. Donc c'est cool, très très bonne nouvelle. On va accélérer parce que un bébé qui pleure, c'est pas cool. Max, je commence par toi, un petit mot de la fin. Encore merci d'avoir été avec nous. Je te laisse. Merci pour l'invitation, c'était très chouette. Avec grand plaisir. Rosalie, ton petit mot de la fin à toi aussi, avant de refermer le Merci couvercle aussi. de cette boîte. Merci aussi, Fred, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Tu déploies une énergie de dingue depuis je ne sais pas combien de temps. Moi, je sais qu'on s'était rencontrés à Polar-Lens. Non, Bondu, je sais plus. C'est ça, Bondu oui. ou Polar-Lens, Bondu. c'était l'un ou l'autre. Et Bondu, et tu m'avais parlé de tout ça, et j'avais trouvé que l'idée, elle était juste géniale. Et donc merci pour tout ce que tu fais, et continue, hein, voilà, on a envie de voir des auteurs ou des lecteurs ou des blogueurs, parce que tu élargis en plus à différents profils, et ça, c'est chouette. Donc, je sais, et j'imagine que c'est un gros boulot. Donc, merci infiniment. Et puis, c'était sympa de faire un duo parce que ça change. J'avais eu l'occasion de faire un solo. Et moi, j'aime bien faire un duo parce que voilà, on n'est pas seul. Ça m'a fait plaisir de te voir, Rosalie. Voilà. Donc, on fera le débrief, et puis vous, dans le chat, vous pouvez déjà me dire ce que vous avez pensé de ce duo. Je vous remercie toutes les deux, j'ai accéléré à mort, mais comme ça, on sauve ce petit être qui crie. Merci. Mais c'est tout à fait normal. On ne fait souffrir que les lecteurs dans nos livres, et c'est très important. Bref, prends bien soin du petit bout, et encore merci à toutes les deux d'avoir été avec nous. Restez bien avec nous, on va faire le tour de l'agenda de la semaine prochaine, et puis on va partir vers chez quelqu'un, je ne sais pas encore chez qui, on va voir. À très très vite, Rosalie, à très très vite, Max, et très bonne sortie pour ton livre, À la gorge, le meilleur pour ce livre. Salut. Ciao, ciao.